Bonjour à tous. Je viens de rentrer du Tour du Mont Blanc, ce mythique sentier autour du plus haut sommet d'Europe. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que toi aussi tu souhaites vivre cette aventure, mais que tu as encore beaucoup d'interrogations. Est-ce difficile? En combien de jours le faire? Où dormir? Comment gérer la nourriture? Quelles sont les variantes à faire? Autant de questions que je me posais et auxquelles je vais répondre ici dans le but d'aider le plus grand nombre. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'en deuxième partie de vidéo, je vais donner des conseils pratiques, des choses que j'aurais aimé savoir et qui, je suis sûr, te permettront de vivre le meilleur TMB possible. Et d'ailleurs, j'ai profité de cette aventure pour tourner une vidéo sur notre TMB, puisque j'étais avec un ami, une sorte de film souvenir qui arrivera très prochainement sur la chaîne ou qui est peut-être déjà sorti. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. Et en plus, ça aide vraiment la chaîne à grandir, parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup de passion, donc merci à tous ceux qui le feront. Et un petit mot avant d'entrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, j'ai peut-être pas mal comparé le Tour du Mont Blanc avec le GR20 pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est les deux sentiers les plus réputés et les plus connus en France. Aussi parce que c'est des sentiers de grande randonnée qui sont assez similaires en termes de distance, de dénivelé. Et aussi parce que j'ai fait le GR20, donc en deux fois, la partie nord puis la partie sud. Et qu'en plus de ça, il y en a sûrement parmi vous qui hésitent entre l'un ou l'autre, ou alors certains qui ont peut-être déjà fait le GR20 et qui veulent faire le TMB, donc ça me paraît pertinent de comparer les deux. Et nous on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le débrief de mon TMB. Donc pour poser un petit peu de contexte, ce TMB là je l'ai fait avec un ami, Daniel. On l'a fait en 7 jours, en semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on avait notre tente, notre sac de couchage et un matelas. Et niveau nourriture, on avait un petit peu, mais pas de quoi tenir les 7 jours complets. Le but était de se ravitailler au fur et à mesure pour pas trop alourdir les sacs. Au total, on a fait 177 km pour 11 000 de dénivelé positif, parce qu'on a pris pas mal de variantes. Je vous mets le détail des étapes à l'écran. Alors on peut voir qu'il y a pas mal de disparités sur les kilométrages. On aurait bien aimé lisser un peu plus, mais en fait on a été contraint notamment par la réglementation de bivouac en Italie à s'adapter, et ça je vous en parle juste après. Et enfin, au niveau de notre forme physique, de mon côté, moi j'étais pas mal entraîné, je fais pas mal de courses à pied, de muscu, de randonnée et un peu tous les sports qu'on peut me proposer. Et de son côté, Daniel, il n'était pas forcément super entraîné, voilà, il s'est remis un petit peu à la salle un mois avant de partir. Il court de temps en temps, il fait des randos de temps en temps, mais c'est pas non plus un grand sportif. Je dis pas ça pour dénigrer quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner un petit peu de contexte afin que vous puissiez vous projeter et mieux comprendre comment ça se passe en pratique. Et on commence tout de suite par le premier point qui est un gros point, c'est le logement. Alors, camping, bivouac, gîte, hôtel, refuge, il y a plein de façons de se loger sur le TMB. Et ici, on va différencier deux manières de faire le TMB. Ceux qui vont être en autonomie ou semi-autonomie, c'est-à-dire qui vont partir avec leur tente dans le but de dormir soit en bivouac, soit en camping, et tous ceux qui vont partir plus légers et qui vont dormir dans des gîtes, des refuges ou les hôtels. Chaque façon de faire aura ses avantages et ses inconvénients, on va voir très rapidement. Ça va dépendre de vos envies, de votre budget, de votre équipement, bref, tout un tas de paramètres que je vais essayer de vous expliquer. Pour ceux qui vont prendre leur tente dans le but de bivouaquer ou d'aller en camping. Ce qui est important, c'est que je fasse un petit rappel sur les règles de bivouac dans les trois pays que sont la France, la Suisse et l'Italie, puisque ce sont les trois pays que l'on parcourt pendant le Tour du Mont Blanc. Donc en France, le bivouac est globalement autorisé partout, sauf dans certains parcs naturels, régionaux ou nationaux, et c'est le cas ici. Donc c'est important de regarder les cartes d'autorisation de bivouac avant de partir, mais globalement, il est interdit de bivouaquer dans la zone autour de Contamine jusqu'au refuge de la Balme. Au niveau du refuge de la Balme, on a une aire de bivouac spécifique pour les tentes. Et donc ce qu'il faut savoir, et pas se faire avoir, c'est qu'il faut réserver l'aire de bivouac parce que c'est une manière pour le parc de gérer le nombre de personnes. Donc dans toute cette partie-là, il faut faire très attention où est-ce qu'on pose sa tente. Ensuite sur la partie donc après Chapieux, vers les Motets, avant le passage en Italie, là c'est autorisé. Et enfin, lorsqu'on va revenir en France depuis la Suisse, donc par le col Ferret, et qu'on va arriver dans la vallée de Chamonix, là c'est pareil, il y a le parc des Aiguilles Rouges qui est assez réglementé, donc il faut bien regarder où est-ce qu'on peut poser sa tente. Il y a notamment le spot du lac des Chaiseries, qui est un spot incroyable, en dessous le lac Blanc, que je recommande vivement, mais là c'est pareil, il faut réserver parce que c'est très protégé, et il y a des guides ou les gardes, je sais pas trop, du parc qui passent et qui contrôlent que vous avez bien fait votre réservation. Et sinon, au niveau des campings, il y en a un petit peu partout sur le parcours, en fonction de là où vous passez. Je sais qu'il y a un gros camping à Contamine, il y a aussi une aire de bivouac à Trélochamp. Donc là, c'est à vous de vous renseigner en fonction de comment vous prévoyez votre Tour du Mont Blanc. En Italie maintenant, le bivouac est interdit en dessous de 2500 mètres d'altitude, et ce qu'il faut savoir, c'est que le Tour du Mont Blanc ne passe jamais sous 2500, sauf au niveau des cols. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Si vous êtes en tente, vous avez le choix entre du camping, sauf que les campings en général ils sont hors GR, hors de la trace, donc c'est assez contraignant, ça fait faire des gros détours. Vous avez le choix de faire du bivouac sauvage malgré tout, et là vous prenez le risque de prendre une amende. Bon là c'est à vous de voir, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant que vous respectez la nature. Et sinon, ce que je peux vous conseiller, et c'est ce qu'on a fait, c'est de prendre un hôtel, un refuge ou un gîte. Tant pis, ça vous fera une nuit dans de bonnes conditions, ça vous permettra de recharger les batteries. Mais sinon, en Italie, c'est interdit sous 2500, donc quasiment impossible. Et enfin, en Suisse, la réglementation, donc là, ça va dépendre des cantons. Et je crois que pour le Tour du Mont Blanc, c'est autorisé au-dessus de la limite des arbres. Sinon, ce que je peux vous conseiller, et c'est ce qu'on a fait, au niveau de La Foulie, il y a un camping, qui est un bon camping. À Champélax aussi, je crois qu'il y a un camping. Alors non, on ne s'est pas arrêté à Champé, on est juste passé la journée, mais il me semble qu'on peut dormir à Champé. Et enfin à Trian, également, il y a une aire de bivouac, il y a peut-être un camping en plus. Donc il y a pas mal de possibilités de poser sa tente de manière réglementaire. Et en plus, l'avantage du camping, c'est que ça vous permet d'avoir accès à une douche ou à ce genre de choses. Maintenant, je comprends ceux qui aiment être en nature et faire du pur bivouac. Donc dans ce cas-là, c'est possible. Soit ce que je vous conseille, c'est de vous faire discret dans les arbres, soit de monter au-dessus de la limite des arbres, ce qui peut être assez contraignant, parce que souvent, il faut soit sortir du GR, soit il faut être assez haut en altitude. Donc là encore, c'est à vous de voir. Pour résumer, pour ceux qui veulent faire ça en semi-autonomie, c'est pas si simple à cause des différentes réglementations de bivouac dans les 3 pays. C'est possible, il y a des aires de bivouac, il y a des campings, vous pouvez sinon poser la tente même si c'est pas autorisé, ça c'est à vous de voir. L'avantage de la tente, c'est que ça permet d'être plus flexible. Et le désavantage, c'est qu'à cause des réglementations, finalement, on n'est pas si flexible que ça. Donc vraiment, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. C'est peut-être moins cher et plus authentique d'avoir sa tente, mais ça vous alourdit le sac, donc voilà. Et pour ceux qui décident de partir et de dormir en refuge, en gîte ou à l'hôtel, l'avantage c'est que ça vous laisse assez flexible pour prévoir votre parcours parce que des hôtels, des gîtes, des refuges, il y en a un petit peu partout. C'est bien pour agencer vos étapes. Ça va vous permettre de passer de meilleures nuits, peut-être même un meilleur TMB. Vous allez être plus léger avec le sac à dos. Maintenant, c'est un budget plus élevé, c'est peut-être un petit peu moins authentique que de porter sa tente et de poser sa tente tous les jours. Par contre, là où il faut faire attention, c'est au niveau des refuges et de la réservation. Comme le TMB, c'est un sentier qui est très connu, les refuges, ils sont complets plusieurs mois à l'avance, c'est assez hallucinant. Donc c'est très difficile d'avoir sa place, ou alors il faut passer par des agences qui prévoient les voyages et qui eux pré-réservent des places dans les refuges. Par exemple, on a rencontré des Français en Italie là, qui faisaient tout en refuge et ils nous expliquaient qu'ils avaient réservé en octobre dernier pour faire le TMB en juin et qu'il y avait des potes à eux qui avaient voulu les rejoindre et faire le même parcours et qui 3 semaines après ont regardé pour dormir dans les mêmes refuges et c'était déjà complet. Donc c'est un peu l'inconvénient avec les refuges, c'est qu'il faut vraiment prévoir à l'avance, que c'est souvent complet, c'est un peu chiant. Sinon il y a quand même pas mal d'hôtels ou de gîtes, parfois il faut sortir un petit peu de la trace mais jamais trop loin. Donc ça se fait plutôt bien et là encore c'est à vous de voir. Le deuxième point et la deuxième grosse question c'est combien de jours pour faire le tour du Mont Blanc. Et là ça va rejoindre un petit peu le point précédent parce que ça peut dépendre aussi des logements que vous allez trouver sur la route, mais pas que. Donc pour vous donner une ordre de grandeur et une idée, le faire en 5 jours et moins, là c'est quasiment le faire en courant, le faire en trail. Nous on l'a fait en 7 jours et c'est un petit peu sport mais ça se fait bien. Mon pote Daniel était un petit peu sur la réserve sur la fin, on commençait un peu à être fatigué, sachant qu'on était en semi-autonomie. Mais c'est possible et ça laisse quand même le temps de profiter des journées, des paysages et de se poser un petit peu le soir, même s'il y a quand même des grosses journées. Le faire en 6 jours, là ça fait vraiment des grosses journées. C'est tout à fait possible de le faire en marchant, mais peut-être qu'on va un peu moins profiter. C'est plus un défi sportif. L'idéal, c'est peut-être de le faire en 8 jours. Là, on a bien le temps de profiter chaque jour. On peut arriver un petit peu plus tôt le soir aux aires de bivouac ou à l'hôtel. 8 jours, c'est idéal. Et ensuite, pour ceux qui veulent faire en 9, 10 ou 11 jours, là, c'est assez large. En plus, ça vous permet d'être assez malléable au niveau des logements. Et attention, quand je dis que c'est large en 9, 10, 11 jours, c'est pas du tout un jugement. Évidemment qu'il y aura une différence de ressenti entre des jeunes qui ont la vingtaine et qui sont super entraînés et des personnes plus âgées de 60 ans qui sont sédentaires. Et dans ce deuxième cas, le faire en 10 jours, ça peut être un vrai défi sportif. Donc il n'y a pas de jugement, c'est chacun son niveau. Moi, je vous donne mon avis par rapport au niveau condition physique d'un jeune qui est en forme ou à peu près en forme. 7-8 jours, ça c'est bien, plus c'est large, mais on est tous différents et le but c'est de profiter de cette aventure. Donc globalement, le nombre de jours, ça va beaucoup dépendre de votre niveau de forme physique, du type de logement que vous choisissez et de comment vous pouvez organiser votre planning et votre parcours en fonction du nombre de jours, mais également du poids de votre sac à dos, de votre autonomie, de votre récupération, bref, il y a plein de paramètres. Et est-ce que ça peut valoir le coup de se prendre une journée de marge au cas où ?
Moi j'ai tendance à dire que oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou d'une mauvaise météo. Alors ça se prévoit un petit peu à l'avance la météo, mais prendre un jour de marge, ça peut être pas mal si vous avez besoin de récupérer une journée ou s'il y a vraiment une journée où il fait vraiment pas beau. Donc pourquoi pas se prendre un jour de marge de sécurité, ça peut être utile. Le troisième point, encore une fois en lien avec le point précédent, c'est la difficulté. Est-ce que le TMB, c'est difficile? Et là, encore une fois, ça va dépendre de tellement de choses. Déjà de votre niveau de forme physique, du nombre de jours que vous allez prendre pour faire votre tour du Mont Blanc. Est-ce que vous êtes en autonomie ou semi-autonomie, ou alors est-ce que vous dormez en refuge? Parce que ça a un double impact négatif. Le fait d'avoir votre tente et d'être en autonomie, ça va vous alourdir, donc ça va plus vous fatiguer pendant la journée de porter votre sac à dos. Et en plus de ça, vous allez avoir une bien plus mauvaise récupération comparé à dormir dans une chambre sur un super matelas. Et ça, on l'a bien vu parce que comme je l'ai expliqué, on a fait une nuit à l'hôtel à Courmayeur en Italie et le lendemain, on était vraiment en forme comparé aux autres jours, tout simplement parce qu'on avait un super lit et qu'on était dans de bonnes conditions. Maintenant, si je peux donner mon avis personnel sur la difficulté du Tour du Mont Blanc, on n'a pas trouvé ça spécialement difficile ni spécialement technique. D'ailleurs, je peux vous mettre un extrait du débrief que j'ai fait avec Daniel à la fin du TMB. Non, en vrai, oui, ça se fait, mais je pense qu'il faut quand même faire un peu de rando avant, faire un peu de cardio avant, parce que bon, je pense, j'en ai pas non plus chié comme au GR20 il y a 2 ans. Là, c'était vraiment terrible. Faut quand même être un minimum préparé, mais bon, après, ça dépend. Si tu le fais genre 10 ou 12 jours avec des refuges, ça se fait sans trop de complications. Mais c'est sûr, ce qui est dur, c'est le sac à dos, quoi. Je pense que la seule difficulté, c'est qu'il faut être apte à faire du kilométrage, d'enchaîner les kilomètres chaque jour, parce que 170 km, c'est pas anodin, hein. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il y a les pieds qui peuvent prendre un peu cher, mais le reste du corps, ça va. Et si je peux comparer au GR20, eh bien le GR20, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile malgré tout. C'est plus technique, les terrains sont plus durs. Et le GR20, il est beaucoup plus épuisant et fatigant de manière générale sur tout le corps. C'est pas aussi exigeant et dur qu'un GR20 par exemple. Ouais, c'est moins technique. C'est moins technique, donc c'est beaucoup plus roulant. Mon conseil, si vous souhaitez faire le TMB, c'est quand même de vous préparer un minimum pour plusieurs raisons, mais la principale c'est pour ne pas subir en fait et pour profiter un maximum de cette aventure plutôt que subir dès le 3-4e jour. Et pour vous préparer, je vous conseille simplement d'être en bonne forme physique, de faire un petit peu de cardio basse intensité en allant courir ou ce genre de choses et de marcher en fait, tout simplement s'entraîner à marcher, s'entraîner à faire de la randonnée en amont et pourquoi pas vous entraîner avec votre sac à dos. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à propos de la préparation physique pour les randonnées où je donne mon avis et je donne quelques conseils pour bien se préparer, donc n'hésite pas à aller la voir, je vais mettre un lien en description ou alors à l'écran. Ça pourra toujours t'aider. Le 4e point, la 4e question que tu pourrais te poser, c'est à quelle période partir pour faire le Tour du Mont Blanc? Est-ce qu'il y a des périodes qui sont à privilégier par rapport à d'autres? Alors la première chose à savoir, c'est que les refuges que tu vas trouver tout au long du parcours, en général, ils ouvrent mi-juin, donc autour du 15 juin, jusqu'à mi-septembre. Et ça, c'est un bon indicateur des meilleures périodes pour faire le TMB. Parce que avant mi-juin et après mi-septembre, tu vas être en fin de printemps ou début d'automne. Donc les conditions vont être peut-être plus froides, plus difficiles, il y aura peut-être de la neige. Donc ça, j'en reparle juste après. Et le truc, c'est que les refuges, c'est quand même pas mal pratique pour dormir déjà, mais surtout pour se ravitailler ou pour manger, puisqu'il y en a pas mal tout le long du parcours. Donc ce que je peux te conseiller, c'est déjà de faire ton tour du Mont Blanc quand les refuges sont ouverts, entre mi-juin et mi-septembre. Forcément, on conseille d'éviter la période de forte affluence et de forte chaleur, donc juillet-août, parce que tu auras pas mal de monde sur le TMB, mais pas que. Parce qu'en fait, le Tour du Mont Blanc, il passe proche de pas mal de villes et de routes, donc il y a des gens qui sont en vacances à la montagne, qui font des randonnées à la journée et qui sont pas forcément des purs TMBistes. Juillet-août, c'est peut-être à éviter si tu veux ne pas avoir trop de monde sur la route et si tu veux éviter les chaleurs. À titre d'exemple, on est parti mi-juin, donc à l'ouverture des refuges. C'était bien parce que c'est une période où il y a moins de monde, il fait peut-être un peu plus frais, mais c'est moins bien parce que c'est une période mi-juin jusqu'à fin juillet où il peut rester encore pas mal de neige sur le parcours, ce qu'on appelle des névés. Ça rend le parcours plus dur à effectuer et surtout ça le rend dangereux, notamment avec la fonte de la neige. Et le problème, c'est que ça peut vous empêcher de faire certaines variantes qui sont à haute altitude. Je pense notamment à la fenêtre d'Herpette ou alors au col des Fours. Et nous, pour le coup, on a eu beaucoup de chance cette année parce qu'il a fait très chaud le mois de juin et la neige a bien fondu. Et je pense qu'à une semaine près, on aurait pu se poser la question de faire ou ne pas faire certaines variantes. Quand on est passé, la neige avait bien fondu et on a pu faire tout ce qu'on voulait.
voulait. Mais par exemple, si on était parti à la même période l'année dernière ou l'année d'avant, on n'aurait sûrement pas pu faire une voire deux des variantes qu'on a fait. Et donc on va y avoir la même problématique pour mois de septembre, hein, où là il commence déjà à faire froid, on peut avoir la neige qui revient. C'est agréable parce qu'il y a moins de monde, il fait plus frais, mais il y a le risque de ne pas pouvoir faire tout le parcours comme on le souhaite. Donc encore une fois, c'est difficile de vous dire quand partir. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter au maximum les périodes de forte affluence et de forte chaleur. Donc partez plutôt hors saison, donc entre mi-juin et début juillet, ou alors entre fin août et mi-septembre. Et il faut croiser les doigts pour les variantes. De toute façon, ça c'est toujours un paramètre assez aléatoire en montagne, mais je suis convaincu que c'est plus agréable de faire ces randonnées quand il y a moins de monde et quand il fait moins chaud. Et d'ailleurs, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, hein, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, ou si tu veux savoir des choses plus spécifiques, je serai ravi de t'aider. Et en plus de ça, si tu te poses une question, c'est peut-être qu'il y a d'autres gens qui se posent la même, donc tu pourras aussi aider les autres. Et n'hésite pas aussi à t'abonner et à lâcher un pouce, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et juste avant, j'évoquais les variantes, donc 5e point, quelles sont les variantes du TMB, quelles sont celles qu'il faut vraiment faire. Alors nous, on en a fait 3. Le premier jour, on a fait le col des tricots, et pour moi c'est validé, c'est vraiment une variante à faire je pense. La montée elle est super sympa, sur le chemin il y a une passerelle avec une cascade qui est incroyable. Le petit hameau du Miage est très sympathique aussi, en plus on a une super vue sur le glacier. Donc pour moi, le col du tricot, c'est validé. Après je crois que l'autre côté est aussi très sympa à faire, donc à vous de voir. Deuxième jour, on a fait les variantes par le col des Fours, et là aussi, c'est validé. Alors le col des Fours, c'est pas une grosse variante puisque c'est dans la continuité de la montée jusqu'au col de la Croix Bonhomme. Le seul truc, c'est que c'est assez haut en altitude, donc il peut rester pas mal de neige. Par exemple, nous, on a mis les crampons, même si on aurait pu faire sans, mais il y avait quand même beaucoup de neige quand on y allait. Mais la variante est trop sympa. Et une fois qu'on passe le col, on a une super vue sur la vallée. Dans la descente, pareil, il y a des super cascades assez impressionnantes qui font beaucoup de bruit, qui sont très jolies à regarder. Pour le coup, je pense que c'est plus sympa que de descendre jusqu'à Chapieux pour remonter jusqu'au Motet, puisque dans ce cas-là, on est juste en train de marcher dans la vallée proche de la route. Après, j'ai pas pris ce chemin, donc je peux pas vous assurer que c'est 100% mieux, mais en tout cas, le col des Fours, c'est validé. Et enfin, le 4e jour ou 5e jour, on a pris la fenêtre d'Arpette. Ça, c'est après le village de la Foulie, une fois qu'on arrive à Champélax. On a le choix entre faire le tour par le col de la Forclaz ou alors couper par la fenêtre d'Arpette. Et là, pour le coup, c'est une variante qui est super validée. La fenêtre d'Arpette, c'est super sympa. La montée, elle rappelle beaucoup le Gervin Nord. Il y a des gros perliers, des grosses pierres. C'était très cool à faire. Arrivé là-haut, on a une super vue sur le plateau Trian, qui est un glacier qui est en train de tomber. La montée, elle est un petit peu costaud. Il faut quand même être en bonne forme physique. Et par l'autre côté, par le col de la Forclaz, je pense que c'est sympa aussi. Mais je ne l'ai pas fait, donc encore une fois, difficile de comparer. Et enfin, il y a pas mal de variantes possibles une fois qu'on arrive en France depuis la Suisse, notamment par Valorcine, mais en vrai, il y a pas mal de chemins dans tous les sens. Là, c'est à vous de voir. Nous, on a pris le chemin traditionnel, donc la montée jusqu'au col de la Balme à partir de Trian, de Le Petit. C'était très sympa. Par contre, après ça, nous, on est passé par le col des Posettes et l'aiguille de Posette. Et ça, je conseille vraiment de le faire plutôt que de descendre dans la vallée. Les aiguillettes des Posettes, il y a une super vue sur le Mont Blanc. Le chemin, il est super sympa à faire. Et enfin, le dernier jour, on a dormi au lac de Chaiserie pour aller jusqu'au lac Blanc. Et là aussi, je crois que c'est une variante et je vous conseille vraiment de le faire. Le lac des Chaiseries, c'est incroyable. C'est vraiment une zone très protégée. Il y a des bouquetins un petit peu partout qui se baladent et qui n'ont pas peur de l'humain. On peut les voir de très près. C'est incroyable avec le Mont Blanc derrière. Passage par le lac Blanc, c'est des très beaux points de vue. Donc là également, c'est quelque chose que je vous conseille si vous pouvez le faire. Le point suivant, c'est au niveau de la nourriture. Comment bien gérer la nourriture et combien il faut prévoir à l'avance. Pour ça, je vais juste vous donner, nous, comment on a fait et comment ça se déroule en pratique sur le TMB. Donc comme je vous ai dit, on était en semi-autonomie, donc tente, sac de couchage et matelas. Mais on avait quand même pris un petit peu de nourriture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5 lyophilisés de petit déjeuner, parce qu'on avait 5 petits déjeuners à assurer sur la semaine. Et on avait pris 3 lyophilisés repas. Au cas où, notamment pour le midi, si on passait pas par un refuge et qu'on avait besoin de manger. Et en plus de ça, le lyophilisé, c'est assez rapide à mettre en place, donc c'est plutôt pratique. Et en plus de ça, on est parti avec 7 à 10 bars chacun et on avait un petit sachet de cacahuètes aussi, mais qu'on a mangé en 2 jours. Donc voilà, globalement avec quoi on est parti et on est rentré au final avec un lyophilisé de petit déjeuner qu'on n'avait pas mangé et un lyophilisé repas qu'on aurait dû manger le dernier jour, mais qu'on n'a pas pu pour plein de raisons. Mais du coup, on a plutôt bien géré la nourriture. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que sur le TMB, c'est pas comme d'autres GR, par exemple comme le GR20. On croise très régulièrement des villes, des villages, des petits hameaux. Et en plus de ça, il y a aussi les refuges.
Donc en soi, il y a pas mal de possibilités de manger sur le parcours ou alors de faire le plein. Pas la peine de se charger trop si vous êtes en autonomie. Ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours avoir de la nourriture pour 2 jours et toujours avoir de la visibilité sur 2 jours à l'avance parce que des fois on passe pas par des endroits où il y a des épiceries ou des supermarchés. C'est toujours bien quand même de prévoir un petit peu plus. Pour le coup, les lyophilisés qu'on avait de repas, c'était vraiment des trucs au cas où ou alors pour gagner du temps. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le plein tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de là où on passait. Et on s'est aussi fait plaisir, on a mangé pas mal au refuge ou au restaurant. On a dû faire 50-50 entre refuge et popote. Par exemple, on peut faire un plein à Contamine, c'est ce qu'on a fait. Contamine Montjoie, on peut faire le plein lorsqu'on passe à Courmayeur. À La Foulie, il y a des restaurants, il y a une petite épicerie au camping. On peut faire le plein à Champélax, pareil, il y a une petite épicerie, mais il y a pas mal de choses. Après, lorsqu'on rentre en France, là, je pense que c'est un peu plus compliqué. On n'est pas passé par Argentière et on est allé à Tré-le-Champ, mais à Tré-le-Champ, il n'y avait rien à part une auberge. Donc là, on a mangé à l'auberge. Donc bref, toujours avoir de la visibilité sur 2-3 jours à l'avance, faire le plein quand c'est nécessaire. Et si vous avez le budget et que vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à manger dans les refuges ou dans les restaurants parce que le TMB, c'est une aventure, mais pour nous, c'était aussi des vacances. Alors, je rajoute un petit truc sur la nourriture. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder sur Internet à l'avance ou sur les topo guides où est-ce que vous pouvez ravitailler. En général, c'est bien écrit, c'est plutôt à jour. Donc, ça vous permet de savoir où est-ce qu'il y a des épiceries, où est-ce qu'il y a des supermarchés et donc où est-ce que vous pouvez ravitailler. Bon, on a parlé de la nourriture, mais quid de l'eau? Comment ça se passe? Et là, pour le coup, avoir un système de filtration ou de purification, à mon avis, c'est indispensable. Donc, je pense notamment aux gourdes filtrantes, comme les Hoco, forcément. Vous pouvez avoir des pailles filtrantes ou alors des pastilles de purification. Mais comparé à d'autres GR comme le GR20 où on croise des refuges 1 à 2 fois par jour avec de l'eau potable, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir ce type de système, même si je conseille toujours d'avoir de quoi purifier ou filtrer avec vous. Là pour le coup, on croise souvent des endroits où l'eau elle est pas potable. Il y a des longues journées où des fois on est obligé de prendre l'eau dans les ruisseaux, l'eau qui coule de la montagne. Donc à mon avis c'est vraiment important de pouvoir filtrer. On l'a beaucoup utilisé pour le coup, que ce soit pour faire à manger, pour faire la vaisselle ou même pour remplir nos poches à eau le soir lorsqu'on était en bivouac. Donc système de filtration c'est vraiment important, plus que sur d'autres GR comme le GR20 par exemple. Enfin le dernier point au niveau du budget et du prix des différentes choses sur le trajet. Alors, si je suis honnête avec vous, j'ai aucune idée du budget qu'on a dépensé pour plusieurs raisons. Déjà parce que y a pas mal d'équipements qu'on avait déjà qu'on n'a pas eu acheté, parce que c'était nos vacances et qu'on a su se faire plaisir, parce qu'on était en autonomie, donc on n'a pas payé cher en termes d'hôtel, de refuge, etc. Donc on s'est quand même pas mal fait plaisir au niveau des refuges et des restaurants pour manger. Par contre, la question intéressante à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de prendre de l'argent liquide et si oui, combien? La réponse, c'est oui. Parce qu'il y a plein d'endroits où ils prennent pas la carte, parce que c'est en montagne ou parce qu'ils ont leur raison. Alors nous, comme on a fait, moi j'avais pris 150 € en liquide, Daniel lui il avait pris 250 pour être large, sachant qu'on avait déjà nos petits déjeuners et qu'on avait 3 repas en lyophilisé en plus et qu'on a quand même payé pas mal avec la carte sur le parcours, notamment dans les supermarchés. Et en vérité, c'était largement suffisant d'avoir autant. Mais là, ça va vraiment dépendre de vous, de comment vous allez gérer votre aventure. Est-ce que vous avez déjà pré-réserver des refuges avec tous les repas compris ou alors est-ce que vous allez devoir vous ravitailler tout le long. Mais dites-vous bien que si vous payez dans des refuges où vous prenez un café, une bière, etc. À pas mal d'endroits, vous allez devoir payer en liquide. Donc n'hésitez pas à prendre 100-150 € d'avance, ça peut toujours servir. Et au pire, je pense que vous pouvez retirer, que ce soit à Courmayeur, à Contamine, sans doute à La Foulie ou à Champé. Donc voilà, là c'est à vous de voir à l'avance, mais prenez un minimum de liquide, c'est quand même important. Et maintenant, comme promis, on va passer à une liste de conseils, des petits tips qui vont vous permettre de passer le meilleur Tour du Mont Blanc possible. Donc d'abord sur les recommandations au niveau des endroits où aller ou des variantes à faire. Donc moi je vous ai montré les variantes qu'on a fait et pour le coup je vous conseille vraiment de faire les 3, donc le col du Tricot, le col des Fours et surtout la Flèche d'Arpette. Enfin si vous pouvez, moi je vous conseille vraiment d'aller au lac de Chézerie, donc de dormir là-bas si vous êtes en autonomie et pour ça n'oubliez pas il faut réserver à l'avance ou alors si vous voulez dormir en refuge, au-dessus il y a le refuge du lac Blanc, pareil il faut s'y prendre à l'avance pour réserver mais pour le coup c'est un spot qui est vraiment incroyable, je vais pas trop vous spoiler mais il y a pas mal de bouquetins qui passent par là parce qu'ils sont très protégés et ils sont habitués à la présence de l'homme donc c'est super agréable, ils se baladent un peu partout et les points de vue sur le Mont Blanc sont phénoménaux. Le matin avec le lever du soleil et le soir aussi. Ça fait vraiment des images qui sont inoubliables.
Donc je vous conseille vraiment le lac de Chézerie ou le lac Blanc. Deuxième tips, c'est pour le topo guide. Est-ce que c'est utile ou pas? Alors en vérité, oui, quand même, un peu. Au début j'étais un petit peu sceptique, mais Daniel il a acheté ça. Et il y a quand même pas mal d'informations intéressantes, notamment tous les points de ravitaillement possibles. Alors, en fait, il y a un détail de tous les endroits où vous allez passer et à chaque fois, c'est écrit est-ce qu'il y a des points d'eau, est-ce qu'il y a des épiceries, est-ce qu'il y a des restaurants, est-ce qu'il y a un endroit pour dormir, etc. Donc ça, c'est utile. La deuxième chose utile, c'est pour la description des variantes et même du parcours. Alors des fois, c'était pas vraiment pertinent. Par exemple, ils annonçaient des passages vertigineux alors que c'était tranquille. Et à l'inverse, des fois, c'était assez vertigineux et le topo guide disait rien de spécial. Mais c'est quand même pas mal, ça donne une bonne description du parcours à venir, donc de comment appréhender la journée. Ça donne aussi une idée du temps que vous allez mettre à faire la distance entre chaque point important. Donc ça c'est bien aussi pour prévoir sa journée. Maintenant je conseille toujours vivement d'avoir vos cartes GPS sur votre portable parce que les cartes du topo guide c'est pas assez et l'avantage du portable en plus c'est que vous êtes géolocalisé. Donc n'hésitez pas à prendre les applications qui fonctionnent avec IGN ou alors des applications comme mappy.cz que je recommande vivement. Troisième tips, les pansements pour les ampoules. Alors je vous apprends sûrement rien. Mais pour le coup, n'hésitez pas à acheter pas mal de pansements pour ampoules et surtout à faire de la prévention. Il ne faut pas attendre d'avoir un petit peu mal, etc. pour en mettre. Vraiment, dès que vous sentez que ça frotte un peu, que vous avez un début de douleur, mettez vos pansements à ampoule. C'est des pansements spécifiques qui sont avec du gel et qui est fait exprès pour prévenir les frottements et donc la venue des ampoules. Pour le coup, au début, j'ai un peu laissé faire et j'ai commencé à faire de la prévention à partir du 3e ou 4e jour. Et c'était déjà trop tard. J'ai eu des bonnes ampoules qui sont formées et qui m'ont presque empêché de marcher les 2 derniers jours. Donc ça serait vraiment bête de se gâcher son TMB à cause de 3 ampoules au pied. Et je vous en parle aussi parce que nous, on était partis avec des pansements, mais en fait, j'en avais pas pris assez et j'ai dû en racheter. Donc je suis allé à Courmayeur, il n'y avait pas de souci, il y avait une pharmacie, il y avait un Carrefour. Mais sur le parcours, c'est super cher et pour peu que vous arriviez trop tard, que ce soit déjà fermé les magasins, prenez des pansements en ampoule à l'avance, c'est toujours utile. Quatrième tips, et il est super important celui-là, c'est de vous renseigner quelques semaines, quelques jours avant de partir sur votre TMB sur les conditions en montagne en pratique. Donc pour ça, je pense notamment à regarder sur le groupe Facebook du Mont Blanc qui est plutôt pas mal parce qu'il y a des gens qui préparent et qui sont très renseignés. Il y a des comptes spécifiques comme le compte officiel du Tour du Mont Blanc. Et aussi, il y a des gens qui sont en train de faire le Tour du Mont Blanc et qui peuvent vous donner un feedback en direct des conditions en montagne. Ça, c'est très pratique, notamment si vous êtes à la mi-saison et qu'il y a encore pas mal de névé et que vous avez besoin de savoir si le terrain est praticable ou non. Est-ce qu'il vous faut des crampons? Est-ce qu'il faut prendre le piolet? Et oui, pour le coup, nous, on s'est vraiment posé la question de prendre les piolets. Et à côté de ça, vous avez le site de la Chamoniarde. Alors ça, c'est géré par l'association des secours de haute montagne de Savoie et c'est un super site que je vous conseille vraiment de checker régulièrement. Ils ont une section info conditions pour la randonnée pédestre où ils vont mettre les conditions de randonnée autour du Mont Blanc, actualisées assez régulièrement, hein. Pas forcément tous les jours, mais tous les quelques jours. Et là, c'est vraiment de l'information précieuse, parce que c'est les secours de haute montagne, donc ils sont plutôt bien renseignés, et ils sont plutôt bien au courant de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, notamment au niveau des variantes. Donc, les groupes Facebook, la Chamoniarde, et aussi la météo, bien entendu, toujours se renseigner à l'avance. Autre tips au niveau de la nourriture, alors j'en ai parlé juste avant, mais c'est toujours de se projeter 2-3 jours à l'avance pour être sûr d'avoir de quoi manger. Et pour ça, regardez sur les topo guides si vous avez des épiceries sur le chemin ou s'il y a éventuellement des restaurants ou des auberges où manger en cas de besoin. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous alourdir avec 7 jours de nourriture et vous êtes sûr de ne pas mourir de faim. Et aussi, alors là, rien à voir, mais c'est important de se connaître et de bien manger tout au long de la journée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant un effort, on active notre système nerveux sympathique. Donc ça, c'est tout le système qui va gérer votre niveau de stress et qui, en pratique, va désactiver certaines fonctions, notamment celui de la digestion. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait du sport, on a souvent moins faim ou pas faim et on a du mal à manger. Et donc, j'en reviens au TMB. Ce qui est important, c'est de se connaître et de s'entraîner un petit peu à l'avance à se forcer à manger, même quand on n'a pas faim, même quand on n'en a pas envie. Et je dis ça parce que pour le coup, mon ami Daniel, les 2 derniers jours, il avait du mal à manger. Notamment, on avait pris pas mal de barres qui sont sucrées et lui, le sucre, ça le dégoûtait au bout d'un moment, ce que je peux comprendre. Donc là, il faut soit s'entraîner en amont à manger en faisant du sport, soit savoir qu'est-ce qui vous plaît, quelles sont les choses que vous arrivez à manger dans toutes conditions. Pour le coup, moi le sucre ça me dérange pas du tout, lui c'était plutôt les trucs salés, c'est à vous de vous connaître. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la course à pied ou le trail, vous savez que c'est très important de s'entraîner à manger des gels, manger des barres ou manger tout court
pendant l'effort. Et bah là, c'est la même chose. Les premiers jours, en général, ça se passe plutôt bien, mais sur la fin, ça peut vraiment être contraignant. Et si vous n'arrivez plus à manger, vous n'avez plus d'énergie et vous passez vraiment des mauvaises journées. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose que j'évoque dans ma vidéo sur la préparation physique sur la randonnée. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Autre tips, et là c'est plutôt avec l'hydratation, ce que je peux vous conseiller parce que c'est vraiment fonctionnel, c'est d'avoir et d'utiliser des électrolytes pendant vos journées. Donc les électrolytes, c'est un ensemble de sels minéraux et c'est très important d'en consommer toute la journée parce que vous allez marcher, vous allez beaucoup transpirer, en particulier si c'est l'été. Et votre corps, avec la transpiration, il va perdre beaucoup de ces sels minéraux. Donc c'est important de compenser en lui en donnant un maximum. Et les sels minéraux, ça sert notamment à avoir une bien meilleure récupération et à éviter les gros downs dans la journée, les gros coups de mou. En plus pour le coup, c'est pas très contraignant, c'est des petites pastilles que vous pouvez diluer dans votre gourde, dans votre poche à eau. En plus, ça donne un petit goût sympa. C'est un petit tips et je vous garantis que ça va vous aider pour la récupération et pour enchaîner les journées de marche. N'oubliez pas de prendre de l'argent liquide, ça aussi j'en ai parlé. Ensuite, être un minimum en forme physique. Ça pareil, je l'ai évoqué, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un minimum de cardio basse intensité parce que c'est ce qui se rapproche de plus de l'effort qu'on fait en marche. Et aussi, vous entraîner à marcher longtemps, vous entraîner à faire du dénivelé si vous n'êtes pas habitué, peut-être vous entraîner avec votre sac à dos sur le dos si vous avez peur d'avoir mal au dos ou mal aux épaules. Et pareil, ça je le détaille dans ma vidéo sur la prépa physique pour la randonnée. Et enfin, dernière chose à dire, c'est de vous faire plaisir. C'est très important de partir dans cette mentalité, de vous dire que vous allez faire le TMB pour vous faire plaisir. Parce qu'en partant avec cette mentalité, vous allez passer de bien meilleures journées. Alors oui, c'est un défi physique, c'est un défi sportif, mais vous le faites avant tout pour profiter, pour être en montagne. Et aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en le faisant en solo, mais pour le coup, c'est un GR que je vous conseillerais de faire à plusieurs, donc avec des amis, avec des gens que vous allez rencontrer sur le parcours, parce que c'est des moments qui sont très importants à partager, c'est des moments assez uniques dans une vie. Il y avait beaucoup de personnes seules sur le parcours, mais moi, j'ai aucun regret de l'avoir fait avec Daniel, qui est un de mes meilleurs amis. C'est des choses qu'on raconte à nos amis, à notre famille, et qu'on pourra plus tard raconter à nos enfants. C'est vraiment une expérience à vivre et à partager. Et je dirais même plus que le GR20 par exemple. Pour le coup, le GR20 Sud, j'étais parti tout seul. Mais connaissant un petit peu l'ambiance, puisque j'avais fait le Nord, je savais que j'allais rencontrer pas mal de monde. Et vu qu'on retrouve toujours un peu les mêmes personnes le soir au refuge, je savais que j'allais pas avoir de mal à trouver un groupe auquel m'attacher. Alors que pour le TMB, tout le monde fait son TMB de manière différente, va dormir à des endroits différents, va avoir un nombre de jours différents. Donc je trouve que c'est plus dur de se trouver des groupes, des gens qui vont faire exactement la même chose et donc des gens avec qui s'attacher et faire le parcours. Donc là, c'est à vous de voir, mais moi je vous conseille vraiment d'y aller avec le bon mindset, de profiter, de sourire, même s'il pleut. C'est des paysages uniques, c'est une nature unique. Et puis voilà, si t'hésites, dernier conseil que je peux te donner, c'est de foncer, de pas hésiter en fait. C'est vraiment une aventure qui mérite d'être faite au moins une fois dans une vie, que tu sois habitué ou non à faire des grandes randonnées, des treks. Ça reste un sentier qui est assez abordable et accessible en termes de niveau, donc ça peut être un bon moyen de commencer le trek, de commencer ce genre d'aventure pour ensuite partir sur des choses un peu plus difficiles comme un GR20 ou des aventures qui demandent un peu plus d'autonomie et d'aguerrissement comme les écrins ou la Beldon par exemple. Si tu as encore des questions ou des choses auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas à écrire un commentaire, je pouvais pas tout dire dans une vidéo, j'ai sûrement oublié plein de choses. Et enfin, je t'invite vivement à mettre un pouce et à t'abonner, c'est la meilleure façon de me remercier et d'aider la chaîne à grandir. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes randonnées et un bon tour du Mont Blanc.